À la une, ce mardi 28 août, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé ce matin sa démission. Son poste, le manque d'avancée environnementale aurait motivé son choix. Le nouveau directeur du CHUM sera notre invité ce soir. Benjamin Garel, nommé au début du mois d'août à la tête de l'établissement, est chargé de redresser la barre de la situation. Les problèmes économiques et de fonctionnement sont au cœur des débats. Suite de notre série sur la rentrée scolaire avec les achats des uniformes, une dépense devenue indispensable. C'est l'heure du rush dans les magasins spécialisés dans lesquels les parents peuvent se fournir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez également suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé ce matin sur l'antenne de nos confrères de France Inter sa volonté de quitter le gouvernement d'Emmanuel Macron. Une démission inattendue qui en a surpris plus d'un, à commencer par le chef de l'État lui-même. Souvenez-vous, le ministre était venu en Martinique en juin dernier pour constater la problématique des sargasses. Une visite éclair à l'issue de laquelle Nicolas Hulot avait pris divers engagements pour enrayer la prolifération des algues. Quel regard porte aujourd'hui la population et la classe politique locale sur cette décision? Quelques éléments de réponse avec Marie Tricot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. L'émotion est visible sur le visage du désormais ancien ministre de la Transition énergétique. Coup de théâtre politique dans le studio de France Inter, Nicolas Hulot vient d'annoncer sa démission. Et je décide de prendre cette décision qui est une décision d'honnêteté et de responsabilité. Pour justifier ses motivations, Nicolas Hulot invoque les nombreux dossiers écologiques qu'il aurait tenté de porter face à un pouvoir exécutif en contradiction avec les enjeux climatiques de notre siècle. Quand je vais en Guadeloupe et que je vois une petite conséquence des changements climatiques, petite pardon pour les Guadeloupéens et les Martiniques, mais l'invasion des sargasses qui leur pourrit la vie au quotidien, et petit à petit on s'accommode de la gravité. C'est sur notre territoire en juin dernier que l'ancien ministre avait répondu à l'appel de détresse lancé par nos élus locaux. Une visite éclair à laquelle Jean-Philippe Nilor avait participé. Il y a l'urgence sanitaire. Ça pour nous c'est la priorité des priorités. Donc si les doses dans une école ou des habitations est dépassée, les préfectures prendront leurs responsabilités. À l'époque, le député avait senti le ministre très agacé face au problème des sargasses et aux sollicitations de Martiniquais exaspérés. Je me rappelle d'un énervement qu'il a eu face à des citoyens au Robert, des citoyens qui subissaient les dommages des sargasses, et ça traduisait quelque part son impuissance. Et quelque part, lorsqu'il a déclaré que les sargasses auraient été débarrassés en 48 heures, je pense qu'il ne mesurait pas la portée d'un tel engagement. Je pense véritablement que Nicolas Hulot a, par cette décision, traduit toute son impuissance. Le ministre de la Transition écologique avait conclu son tour de reconnaissance par l'annonce de différentes mesures pour lutter contre le phénomène climatique, aux côtés de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, faisant bloc pour appuyer la volonté de l'État de ne pas oublier l'outre-mer. Nous avons également nommé un préfet coordinateur qui est chargé effectivement de la question des sargasses, une enveloppe de 5 millions d'euros pour l'achat de matériel de ramassage, le déploiement également de capteurs pour mesurer l'impact sur la santé. Sa démission serait aujourd'hui le reflet de son impuissance à changer un système et à mettre en application les annonces d'hier. Au Robert ce matin, commune particulièrement touchée, on ne perçoit pas vraiment la différence dans la gestion du problème sargasse depuis la venue du ministre. L'homme qui est venu en Martinique parler des sargasses, il est parti, il n'est plus là. Mais ce n'est pas la première personne... Les politiciens qui arrivent, qui disent des trucs et ils font rien. Dès qu'ils arrivent en métropole, ils ont oublié, quoi. Je ne trouve pas ça très judicieux de sa part. S'il voulait qu'on l'écoute, il aurait dû rester dans sa position et se battre. Peut-être qu'un jour, ça aurait porté ses fruits, qui sait. C'est dommage pour nous, par rapport aux sargasses, c'est tout. Une démission qui ne surprend pas vraiment les élus, qui souhaitent surtout que ce départ ne désavoue pas les promesses faites en juin dernier. Car en attendant, la gestion des sargasses revient toujours aux communes, en attente de subventions de l'État pour installer des moyens de lutte pérennes. Un barrage en mer sur le littoral franciscain coûterait 100 à 150 € le mètre linéaire, sachant que la commune compte 37 km de côte. Et après son arrivée, on a vu les services de l'État à notre écoute, puisque la sous-préfecture, la préfecture
prend en compte certaines de nos demandes. On a vu aussi le sénateur Théophile dans nos eaux la semaine dernière sur ce même problème de sargasses, puisqu'il est missionné au Sénat pour ça. Donc ça participe, je crois, à toute cette écoute que l'on a, mais ça doit aller plus loin que l'écoute. Reste à savoir qui succédera à Nicolas Hulot. Aujourd'hui, le gouvernement a perdu l'un de ses ministres les plus populaires auprès des Français. Des nouvelles du temps, depuis 17 h, la Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le ciel est nuageux et les averses soutenues. Plus de précisions à venir avec la météo présentée par Christine Lauréat. Depuis plusieurs semaines, les agents de la zone de fret dénoncent le stationnement sauvage de certains loueurs de voitures. Une situation qui provoque un manque de place pour les salariés du site, mais aussi pour les clients qui viennent envoyer et récupérer de la marchandise. L'activité est fortement perturbée. Écoutez maintenant les précisions de Nathalie Sébastien, la directrice générale adjointe de la SAMAC. Elle répond aux questions de Céline Chalonneau. On est très préoccupé et très insatisfait par cette situation parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un abus d'utilisation de ce parking qui est tout à fait défavorable au bon fonctionnement de l'activité du fret. Nous avons parfaitement conscience que la présence de ces véhicules sur les parkings gêne l'activité économique des acteurs du fret. Et donc nous avons décidé, et donc ce sera, ça a déjà été dit à un certain nombre d'acteurs, mais ce sera mis en place et précisé de façon beaucoup plus officielle. Donc en fait, on va sécuriser le parking de façon en fait à mettre un contrôle d'accès, un contrôle réglementé sur le parking. À 10 jours de l'Assemblée générale du MIM, Alfred Marie-Jeanne a déposé sa liste. Il ne compte pas laisser sa place aux voix qui s'élèvent contre lui. En phase 2, les partisans d'Alfred Marie-Jeanne auront la liste menée par Sylvain Bolinois. L'avenir du MIM devrait donc se jouer le vendredi 7 septembre. Mais avant cette date, Alfred Marie-Jeanne a convoqué sa propre Assemblée générale ce vendredi, une réunion à laquelle ne compte pas assister Jean-Philippe Nilor. Écoutez sa réaction au micro de Marie Tricot. Je ne serai certainement pas à la réunion de vendredi prochain. Pour l'Assemblée générale du MIM, je ne sais pas. En tout cas, vous avez pu observer que je ne suis pas candidat à la présidence du MIM, contrairement à ce qui était annoncé. Et je ferai en temps utile les déclarations que je devrais faire. Il y a des décisions que j'ai déjà prises et que j'annoncerai à la population martiniquaise et à tous les militants dans les jours qui viennent. Mais les choses devront être clarifiées et elles le seront. Mais je ne fuirai pas mes responsabilités. Un nouveau directeur à la tête du CHUM, Benjamin Garel, a pris ses fonctions le 1er août. Quelle feuille de route, quelles actions et comment faire pour améliorer la situation des établissements en proie à de grandes difficultés? Pour y répondre, il sera ce soir notre invité. Avant de le retrouver, revenons sur les actions du collectif CHUM Douvent-Douvent. Il s'est mobilisé pendant plusieurs mois pour alerter la population et les pouvoirs publics sur cette situation. Regardons ce reportage de Kathleen Bilascopette. Les blouses blanches dans la rue et dans leur sillage des centaines de Martiniquais, en presque un an de croisade aux quatre coins de l'île et jusqu'au ministère parisien, le collectif CHUM Douvent-Douvent a fait passer son message. En Martinique, l'avenir de l'hôpital est l'affaire de tous. Nous n'y cordons, nous n'y sargasses, nous n'y la brume, et puis l'hôpital a malade qui a parlé banois, tipi, calmine. Après plusieurs mois d'administration provisoire, l'arrivée d'une nouvelle gouvernance à la tête du CHUM pourrait marquer un vrai changement. C'est en tout cas le souhait de ce chef de service, membre actif du collectif. C'est un trinôme avec une direction adjointe et un secrétaire général. Donc on a le sentiment que c'est une volonté d'apporter quelque chose de nouveau pour une situation qui nécessitait de réagir de manière différente. C'est quelqu'un qu'on a déjà commencé à voir sur le terrain, donc dès son arrivée, il s'immerge dans les équipes, il vient dans les services, il vient sur les différents sites. Donc on a le sentiment que c'est quelqu'un qui va lui aussi mouiller le maillot, et on l'espère. Et donc on a envie qu'il continue dans cet engagement-là. Mais moi j'aimerais savoir comment est-ce que lui est prêt à travailler avec la communauté hospitalière dans son ensemble. Pour ce praticien, les chantiers prioritaires restent les mêmes. Le problème financier, du financement de l'hôpital, le problème de la dette, qui est un problème majeur aussi, qui n'a jamais été résolu, pour lequel on n'a jamais eu de réponse concrète. On a besoin de réponses concrètes. Et puis un problème qui vise plutôt à l'avenir, la problématique de la relève et de l'attractivité de nos territoires.
Et donc, dans cette dynamique-là, on est obligé de réfléchir en termes de territoire. C'est pour ça que je dis nos territoires, parce que ça ne concerne pas que la Martinique, ça concerne la Guadeloupe, ça concerne la Guyane, ça concerne la Caraïbe de manière générale et l'implantation du système de santé française dans son bassin de population, dans la Caraïbe. Du haut de ses 35 ans, le docteur Barnet jette un regard neuf sur la situation de son établissement et reste convaincu qu'aujourd'hui, un autre CHUM est possible. Ce n'est que tous ensemble qu'on pourra réussir à avancer. Donc on a envie de croire que les éléments sont plutôt favorables et surtout on a la motivation de s'engager dans ces combats-là et de ne pas laisser des choses se faire, d'être un peu à la fois des acteurs mais aussi des personnes qui vont être là pour surveiller ce qui va se faire et ne pas laisser n'importe quoi se faire. Le travail de diagnostic a commencé pour les nouveaux dirigeants du CHUM. À défaut de remède miracle, reste à trouver les bonnes solutions à long terme pour sortir l'hôpital public de l'ornière. Benjamin Garel, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dresser un état des lieux de cette situation? Alors, on a un CHU qui est dans une situation difficile, mais qui n'est pas dans une situation totalement critique et à l'abandon. Il y a d'excellentes équipes, et c'est le plus important. La richesse de l'hôpital, c'est vraiment sa richesse humaine, sa richesse des médecins, sa richesse des soignants, et sa richesse de toutes les équipes qui les aident à travailler. Et vraiment, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'au quotidien, vous avez énormément d'équipes qui se battent dans des conditions extrêmement difficiles pour offrir le meilleur soin aux patients. Et dans ce même sens, vous avez aussi des équipes qui sont à des niveaux internationaux très élevés et qui rivalisent avec plusieurs CHU de métropole. Ça, c'est un portrait un petit peu enjolivé, mais la situation concrète au niveau des finances de l'hôpital, elle est critique? Alors la situation n'est pas enjolivée, je vous dis que c'est des situations très difficiles et des gens travaillent dans des situations excessivement difficiles. On a des conditions hôtelières à certains endroits qui ne sont pas acceptables et sur lesquelles on va devoir progresser très vite. Et pour pouvoir progresser très vite, effectivement, il va nous falloir de l'argent. Et actuellement, ce n'est pas tant la dette de l'hôpital qui nous pénalise, notamment dans notre réactivité, que notre situation de trésorerie. La trésorerie, c'est vraiment l'argent qu'on a dans la caisse. Et actuellement, dans la caisse, on n'a seulement plus de sous, mais on a un trou énorme qui pénalise énormément d'entreprises de Martinique et qui nous pénalise énormément. Et notre première situation, la première chose à laquelle je vais m'atteler, c'est à combler cette situation de trésorerie. Actuellement, on n'a aucune ligne de trésorerie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'autorisation de découvert. Mais comment faire justement pour trouver ce financement? Comment faire? En fait, la première chose qui manque le plus, c'est un lien de confiance. Lien de confiance de la direction vis-à-vis des soignants, lien de confiance des Martiniquais vis-à-vis du CHU et lien de confiance des banques vis-à-vis du CHU. Vous voyez, on n'a aucune ligne de trésorerie et pourtant on a toujours honoré tous nos paiements aux banques. On a toujours payé rubis sur l'ongle ce qu'on devait aux banques. Et on emprunte pourtant à des taux assez élevés. Et pour ça, on n'arrive pas à avoir ces lignes de trésorerie. Donc moi, je vais me retourner vers ces banques. On a déjà commencé. Je vais me retourner aussi, je vais aller négocier à Paris pour qu'on puisse débloquer très vite cette situation qui est non seulement pénalisante pour nous, pour nous soignants, mais pénalisante aussi pour la Martinique, puisque ça impacte énormément d'entreprises martiniquaises. Alors, en début d'année, l'Inspection générale des affaires sociales était un petit peu à la tête de ce CHU. Quel bilan tirer de cette expérience? Alors, ce n'est pas à moi de tirer le bilan. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai repris cette situation après. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'ils avaient renoué en partie cette confiance avec le collectif, avec une partie des soignants, une partie des médecins, et que ce lien de confiance qu'il fallait recréer, il a commencé à naître. Moi, ce que je veux, c'est le renforcer, que ce lien de confiance soit le plus diffusé possible et qu'on aille plus loin. Et donc, je pense qu'ils ont fait de très bonnes bases. Justement, les membres du collectif le disaient, ils sont prêts à travailler avec vous. Il faudra aussi faire le geste vers eux. Alors, le collectif, on a déjà commencé à échanger. J'échangerai régulièrement avec le collectif, mais il n'y a pas que le collectif. Le CHU, ce n'est pas que le collectif. C'est l'ensemble de la communauté hospitalière. Donc, il y a eu un collectif qui s'est créé pour justement recréer un peu de dialogue qui apparemment s'était perdu. Mais moi, je vais refaire ce dialogue donc avec le collectif, mais aussi avec les organisations syndicales, aussi avec les chefs de pôle, on est organisé par pôle, et avec l'ensemble des soignants. Donc,
Je passe le moins de temps possible dans mon bureau. Forcément, je dois y passer quand même beaucoup de temps. Mais je vais à la rencontre des équipes et comme l'a dit le médecin, je ne réussirai qu'avec l'ensemble de la communauté hospitalière. Vous êtes relativement jeune. Comment vous vous êtes retrouvé un petit peu à la tête de cet hôpital? Quel est votre parcours? Alors, tout le monde me dit que je suis jeune. On a un peu échangé là-dessus. Moi, je ne me trouve pas encore si jeune que ça. Comment je me suis retrouvé? Donc, moi, j'ai une formation d'ingénieur et j'ai toujours été passionné de voir comment, avec une équipe, on pouvait aller le plus loin possible en améliorant les conditions de travail et en améliorant le service au début à nos clients et après ça à nos patients. Et donc, j'ai pu tester ces techniques de management dans des tribunaux et à l'hôpital. Et quand j'ai découvert l'hôpital, c'est devenu ma deuxième passion. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille à l'hôpital. Et ces dernières années, je me suis spécialisé pour intervenir dans des équipes qui étaient en souffrance. Soit en souffrance parce qu'il y avait une trop grosse charge de travail, soit en souffrance parce qu'il y avait des délais trop longs pour les patients, soit en souffrance parce qu'ils ne réussissaient pas à avoir le niveau de qualité qui s'était fixé. Et donc, ça faisait 2 ans et demi que j'intervenais tout le temps dans des équipes qui avaient de grosses difficultés. Et donc voilà, et ça a plutôt bien marché. Donc, alors, vous parlez de travail d'équipe. À la tête du CHU, c'est une équipe un peu plus complexe, avec un secrétaire général. Comment vous allez travailler tous ensemble, justement? Alors, la secrétaire générale, on arrive, comme il disait, avec un trinôme, un DG, un DGA, une secrétaire générale, mais il y a aussi une équipe de direction. Ça, c'est pour l'équipe administrative. Ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir être... Il y a beaucoup de demandes exprimées par les soignants, beaucoup d'attentes aussi des patients, et il y a des sujets sur lesquels on doit avancer très vite. Donc, ce que je veux, c'est qu'on soit le plus réactif possible, à l'écoute, et travailler en concertation. Est-ce que ça, justement, ça va faciliter le dialogue social? On facilitera le dialogue social si nous, à l'équipe de direction, on est capable de se coordonner très vite. Donc, ce que je veux, c'est quand je parle de concertation, c'est de se concerter avec les soignants, avec les médecins, avec les organisations syndicales, avec les ouvriers, les services techniques. C'est que l'hôpital est un milieu tellement complexe qu'une personne, si elle veut décider toute seule, commettra forcément de grosses erreurs. On doit sans cesse en train de se parler les uns les autres, mais en même temps de continuer à avancer. Donc c'est ce juste équilibre qu'on doit savoir trouver. Et donc on arrive à 3 pour insuffler cette concertation rapide au sein du CHUM. Le CHUM est composé de plusieurs établissements. Quel avenir pour l'hôpital de Trinité, par exemple? Ce qui va nous guider, c'est le service aux patients. D'accord ? On doit rendre le meilleur service aux patients. Alors pour rendre le meilleur service aux patients, vous avez 2 choses. Vous avez la proximité, donc offrir le soin le plus rapide, le plus accessible aux patients. Et une autre chose, c'est le recours, c'est offrir le meilleur soin technique. Pour offrir le meilleur soin technique, vous êtes obligé de concentrer les actes difficiles, rares, à un seul endroit. Et non seulement on va devoir raisonner à l'échelle de la Martinique, mais aussi à l'échelle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, voire des Caraïbes. D'accord ? On ne peut pas faire, par exemple, de la chaire cardiaque à tous les endroits. Pour Trinité, c'est un hôpital de proximité. Et ça, il faut qu'on le garde, il faut qu'on conserve une offre de proximité. Et en revanche, qu'on conserve tout ce qui est activité de recours à un endroit et que surtout on raisonne à l'échelle caribéenne et pas seulement à l'échelle de la Martinique. Ce n'est pas possible. Sinon, on perdra nos médecins et on perdra nos technicités. Vous parlez de mutualisation des moyens. Est-ce qu'on peut imaginer un CHU unique entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane? Est-ce que le projet est à l'étude en fait? Alors, clairement, il n'est pas à l'étude actuellement. En revanche, qu'il ne soit pas à l'étude, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se coordonner avec la Guadeloupe ou la Martinique. C'est fondamental. Moi, j'ai déjà été en Guadeloupe, discuter avec les Guadeloupéens. Actuellement, ils font de la greffe rénale. Nous, il ne faut pas qu'on en fasse. Si vous voulez, quand vous êtes chirurgien, par exemple, que vous faites de la chirurgie cardiaque, il vous faut un certain bassin de population pour pouvoir faire des opérations à cœur ouvert régulièrement, pour garder votre geste et pour pouvoir être quand même attractif si vous voulez faire un travail de recherche. Et donc, pour ça, il ne faut pas raisonner sur un bassin de 400 000 habitants, mais plutôt d'1 million, voire 2 millions d'habitants. Donc pour ça, il est fondamental que sur les actes de recours, les actes de forte technicité, on se coordonne Guadeloupe-Martinique, ça nous fait un bassin de population. Donc certains services seraient uniquement basés dans une des régions?
Non, pas certains services. Les services ils seront présents partout. En revanche, certains gestes techniques seront faits qu'à un seul endroit. C'est ce que je veux arriver à ce qu'on partage, ces gestes techniques, où on va faire de l'universitaire, où on va avoir une force de frappe importante, et où ces gestes rares et difficiles sont faits qu'à un seul endroit pour qu'ils soient nombreux et que l'équipe soit à la pointe. Et pour le cyclotron, par exemple, est-ce que la Martinique aura son propre cyclotron ? À ce que j'ai compris, elle l'aura. Hein. La Guadeloupe a un cyclotron, mais elle n'est pas capable de nous donner des radioéléments. Et alors, ce n'est pas un projet de cyclotron. Ce n'est pas le cyclotron qui soigne les patients. Hein. On fait des examens en imagerie nucléaire, en PET scan ou diverses techniques. Et pour ça, on a besoin de radioéléments qui sont produits par un cyclotron. D'accord. Et en principe, c'est livré par des entreprises privées. Et là, en Martinique, il n'y en a pas. Donc, il va falloir qu'on ait notre propre cyclotron. Mais c'est un projet d'imagerie nucléaire. Ce serait pour quand? Alors actuellement, je suis incapable de vous répondre, mais en revanche, on va essayer d'avancer très vite sur ce sujet. Très bien. Merci Benjamin Garel d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. À l'approche de la rentrée scolaire, les parents se ruent dans les magasins pour acheter les derniers uniformes. Un élément qui fait dorénavant partie des achats obligatoires. Si certains établissements négocient directement avec les fournisseurs, d'autres se sont concertés avec l'association des commerçants Foyalais. Regardons ce reportage de Céline Chalonneau. Col en V, chemise colorée et écusson de l'établissement sur la poitrine, Lauriane n'en est pas à son premier essayage ce matin. Dans le trousseau de la rentrée, il lui manquait le polo pour l'uniforme de Kevin, son aîné qui rentre au lycée. Alors, cette maman, comme beaucoup d'autres, fait preuve de patience, mais c'est pour la bonne cause. Je considère que c'est une vraie économie et puis il n'y a pas de différence entre les enfants. Parce que très souvent, les enfants ils essaient de se démarquer par la marque, justement. Et donc là, avec l'uniforme, tout le monde a le même vêtement. Bon, ils vont se démarquer évidemment par les chaussures ou autres. Mais en tout cas, au niveau de l'uniforme, c'est très bien. Juste à côté, Jade et sa mère sont elles aussi aux essayages. La qualité des polos est importante si on veut éviter les mauvaises surprises et les coûts supplémentaires en cours d'année. J'ai eu l'occasion de passer par d'autres enseignes et au bout de certains lavages, vous avez les couleurs qui partent. Mais on m'a recommandé ce magasin parce que j'ai d'autres amis qui l'ont, ils en sont contents, quoi. J'ai acheté 6 polos, donc comme ça, un pour chaque jour de la semaine et puis un en secours. Donc ça c'est bien, donc on fait une économie forcément par rapport au coût. Et puis je crois que pour pouvoir reconnaître les enfants, c'est quand même sécurisant. Pour ce revendeur, garantir des produits de qualité est un travail de concertation sur toute une année avec les chefs d'établissement, mais aussi un suivi permanent avec la chaîne de production. Nous fabriquons les fils par rapport aux codes de couleur qui sont demandés par les établissements, parce que nous faisons des visites d'établissements 2 fois par an pratiquement sur tous les établissements que nous faisons. Donc cela implique quand même un coût qui est très important pour avoir les bonnes informations. Et c'est pour ça que les clients voient que chez certains concurrents, ils ne vont pas trouver les mêmes couleurs ou même parfois négliger les liserés, comme on l'avait expliqué. Nous avons, par rapport à l'année dernière, donc, créé le dispositif authenticité de couleur, garantie authenticité de couleur et garantie de qualité. C'est une garantie que Lorenzo offre à la clientèle, à savoir pour la qualité, une garantie de 1 an, et pour l'authenticité de couleur aussi une garantie. Dans cet établissement, l'uniforme est fourni par les écoles, une aubaine pour les parents. L'établissement négocie avec le fournisseur qui fait un prix de gros et qui permet aux parents de payer justement l'uniforme moins cher et un vêtement de qualité. Je n'ai pas à chercher et les finitions sont impeccables, les vêtements sont bien réalisés et je n'ai pas à courir dans les magasins, faire les magasins pour lui trouver des vêtements. Pour cette maman de 4 filles, toutes scolarisées dans cet établissement, l'uniforme facilite le quotidien. En prime, au fil des années, les plus jeunes récupèrent les jupes des aînés. Une économie utile pour une famille nombreuse. La jupe, elle est restée impeccable. J'ai des filles qui sont actuellement au collège, toujours les mêmes jupes. Donc en investissement, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix parce que ça dure dans l'année. Et ça se passe de fille en fille. Et donc, ça ne s'use pas. Bon, je pense que ma dernière, elle aura encore des jupes pour quand elle sera plus grande. Pour beaucoup d'établissements, l'uniforme rime avec discipline, rigueur et marque l'unité au sein des élèves. L'uniforme permet de ne pas distinguer les faits de richesse et de pauvreté. Les gens sont tous habillés de la même manière. Ça donne un cachet à l'établissement aussi. Et puis,
On a une éthique parce qu'on est habillé comme ça, on fait partie d'un ensemble. Plus de 70 000 élèves reprendront les cours dès ce mardi 4 septembre. Sur les 30 établissements scolaires publics et privés, plus de la moitié des écoliers porteront l'uniforme. Place maintenant au JT des communes. D'Hubert Bornil avec l'auteur Michel Maillet. En juillet dernier, elle nous présentait son dernier livre consacré à Saint-Benoît de Palerme, premier noir béatifié et canonisé. J'avoue que j'ai une chance terrible, énorme de rencontrer cette grande dame de la Martinique, Michel Maillet. J'étais beaucoup plus jeune, je l'observais à travers le petit écran. Aujourd'hui, la dame a mûri, elle parle vraiment avec le cœur. Et cette histoire de Saint-Noir, véritablement, mérite le détour. Michel Maillet vit actuellement entre Paris et les Trois-Îles. Lorsqu'on ne la surprend pas dans son jardin, c'est l'écriture qui occupe le plus clair de son temps. Ce troisième ouvrage, elle y a consacré une dizaine d'années. L'auteur de Étoile noire nous plonge cette fois dans la vie du premier noir béatifié et canonisé en 1807, Saint-Benoît de Palerme, surnommé le Saint-Noir. Tous les Noirs à cette époque, on les appelait des Éthiopiens. Ils ne s'en battaient pas. Que tu sois sénégalais ou ghanéen ou malien, point barre, tu es un Éthiopien, ce qui est une insulte qui veut dire face brûlée. J'ai lu la vie de ce saint et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est quelque chose à écrire, à donner, mais à ma manière. Michel Maillet poursuit à sa façon son combat pour la reconnaissance des personnes de couleur noire. Son passé de présentatrice télé dans les années 70 y est sûrement pour quelque chose. Nous avons tellement de difficultés, tant dans l'Europe, tant en France. Nous sommes français, mais alors, le sommes-nous vraiment, à part entière ou entièrement à part, comme dirait Aimé Césaire. Et puis ici, c'est encore autre chose, une autre difficulté. Et je me suis heurtée au plafond de verre décrit par Yamina Benguigui, c'est-à-dire où les couris, où les montées têtes, où les faits bagailles, mais on y en plafond qui est un pécho fait. L'auteur évoque aussi Michelle Obama, première dame des États-Unis d'Amérique. Une quête de résilience, on dira, pour cette femme qui rêve encore de grands espaces. Ce sont des rencontres exceptionnelles en passant par Saint-Benoît, l'Africain, pour arriver à Madame Obama, qui est d'ascendance servile, qui est en fait une descendante d'esclaves, mais qui est arrivée au niveau le plus important, au niveau le plus élevé, dans une Amérique raciste aussi. Et lui, Benoît, était dans une Italie raciste, à Palerme, au XVIe siècle. C'est pas Jodi qui va là qu'à aller. Le livre est préfacé par l'archevêque de Martinique, David Macaire. L'auteur sera en séance de dédicace le 7 juillet à la librairie Antilles. C'est en tout cas... Merci Anchaï. Oui, si tu permets, je te fais la bise. Ah oui, je permets. Un excellent moment. Oui, et puis je vais t'offrir mon livre. Info pratique maintenant pour ceux qui souhaitent donner leur sang. Les équipes de l'EFS seront présentes demain, mercredi 29 août, sur le parking de la Galeria de 9h à 14h. Et comme tous les jours ouvrés à la maison du don à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann de 9h à 16h. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés dans l'actualité ce soir. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a annoncé ce matin sa démission. Une décision surprenante. Après plus d'1 an à son poste, le manque d'avancée environnementale aurait motivé son choix. Le nouveau directeur du CHUM était notre invité ce soir. Benjamin Garel, nommé début août à la tête de l'établissement, est chargé de redresser la situation de l'hôpital en Martinique. Les problèmes économiques et de fonctionnement sont au cœur des débats. Suite de notre série sur la rentrée scolaire avec l'achat des uniformes, une dépense devenue indispensable. C'est l'heure du rush dans les magasins spécialisés dans lesquels les parents peuvent se fournir. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos confrères de BFM TV pour l'actualité nationale et internationale. À 20h, votre téléfilm Enceinte avant la fac. Je vous retrouve demain à 18h50 pour les titres et je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV.